Le titre de la table ronde, évidemment, que vous êtes venu écouter, c'est Exploiter les données, un gisement pour les territoires. Donc, je suis ravi de vous accueillir au nom de l'équipe du CIDO. Je suis Pierre-Damien Berger du pôle de compétitivité Minalogique. Nous sommes un pôle de compétitivité basé sur le numérique, toute la chaîne du numérique. Nous sommes basés donc en région Auvergne-Rhône-Alpes. On est une forme d'association avec 470 adhérents, tous industriels, certains laboratoires et certaines collectivités, mais principalement des industriels de toute taille, et on les accompagne sur leur transformation digitale. Donc évidemment, les data font partie de la chaîne du numérique. Aujourd'hui, on va aborder le point sur effectivement qu'est-ce qu'on peut faire des données, quelles sont les applications, et probablement aussi vous donner des exemples qui vous donneront envie de vous engager sur ces domaines-là. On sait, et on le dit depuis longtemps, que les data, c'est le trésor de l'IoT, de l'Internet des objets. Ça se confirme si, et seulement si, en fait, on sait les exploiter, on sait déjà où elles se trouvent, on sait aller les chercher, on sait les gérer, on sait les travailler, les croiser. On parle beaucoup de données ouvertes et de données fermées. Si on a la chance de pouvoir croiser ces données, on va en retirer encore un peu plus d'informations. Et donc voilà, donc ça, c'est un petit peu le but et l'enjeu de cette conférence. Et pour témoigner, j'allais dire, je vais commencer par Laetitia Rancurel, donc qui est directrice du TUBA sur Lyon. J'accueille également Patrick Grandu-Héruy, DG de l'Umiplan Montagne, et on fera la différence avec l'Umiplan éventuellement. Et Benjamin Blanc, qui est le directeur général du domaine skiable de Val Thorens et des Menuires. Et donc, je vais commencer par leur donner la parole en vous présentant sur une petite minute. Laetitia ? Oui, donc je dirige le TUBA à Lyon. Donc TUBA, ça veut dire TUBA Expérimentation Urbaine. Donc c'est un lieu d'innovation et d'expérimentation sur les enjeux de cette innovation qui s'appuie sur les données. Donc on parle d'open data ou de données ouvertes d'une ville. Donc on s'appuie sur la plateforme de la métropole de Lyon, data.grandlyon.com, et aussi des données des partenaires comme les producteurs d'infrastructures, mobilité, énergie, pour créer des projets d'intérêt généraux et en lien avec les citoyens, puisque le TUBA s'inscrit dans la famille des tiers-lieux, et notamment on représente le Living Lab, donc le lieu d'expérimentation, et je parlerai un petit peu plus précisément tout à l'heure. Patrick. Merci, Patrick Grandery, donc dirigeant de l'Umiplan Montagne. Alors l'Umiplan Montagne, tout simplement, c'est une partie d'une PME française qui s'appelle l'Umiplan, en 250 personnes, pas loin de 50 millions d'euros de chiffre. La montagne, c'est l'activité historique, puisque nous sommes nés de l'information skieur. C'est le sujet qu'on va prendre aujourd'hui, d'ailleurs. Et on est en fait une entreprise au départ de technologie hardware, et on est venu à la data par tout simplement l'évolution des technologies, mais depuis l'origine de la boîte en 1972, on a été l'inventeur, le créateur du plan de piste. S'il y en a qui skient dans la salle, quand vous êtes au pied d'un domaine skiable, vous avez des plans avec des voyants vert rouge ou vert fermé. C'est ce qu'on a mis au point. Donc on a commencé par de l'information, je dirais, de sécurité, de confort. Et puis petit à petit, on est allé vers des flux, j'en parlerai tout à l'heure, des choses un peu plus complexes. Et forcément, on gère de plus en plus de data. Donc ça nous a amené à diversifier nos métiers de manière considérable. Et on a deux autres activités, puis pour l'introduction, j'en resterai là. On est sur le marché de la ville avec de l'info temps réel au service des citoyens à travers les journaux qu'on voit sur les trottoirs des villes ou à l'entrée des villages, des journaux électroniques. Et on est dans le domaine des transports publics sur l'information temps réel embarquée. Donc le dénominateur commun dans tous ces métiers-là, c'est accompagner le parcours client et enrichir l'expérience client, pour faire simple. Très bien, merci. Benjamin ? Bonjour à tous, Benjamin Blanc. Donc moi, je suis le directeur général du domaine skiable de Val Thorens et la station des Menuires en Savoie. Pourquoi ces deux stations? Tout simplement parce que c'est sur la commune support d'une seule commune qui s'appelle les Bellevilles. Et donc cette mission de domaine skiable, on revient donc à la commune. C'est la raison pour laquelle j'ai ces deux périmètres-là. Plus particulièrement, la digitalisation du domaine skiable a été engagée il y a à peu près 6 ans. Et petit à petit,
on collecte des données qui nous permettent de prendre des bonnes décisions au bon moment. Très bien, merci pour cette introduction. Je précise que la session est retransmise en streaming. Donc il y a des gens qui ont la possibilité de nous voir sur l'application Pulse et je collecterai les données, les questions qui sont des données quelque part. Et évidemment, vous aurez la place pour vous aussi poser des questions. Je vous inviterai à les poser à peu près en milieu de séance et en fin de séance. Voilà. Alors, pour commencer, et Patrick l'a déjà fait un petit à son niveau, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour lancer les discussions, pour la raison pour laquelle vous avez été invité à ce genre de table ronde, et puis quelle est votre expérience et comment vous voyez les enjeux de la donnée de façon globale? Laetitia? Alors, les enjeux de la donnée, alors nous, ça fait donc maintenant presque 8 ans qu'on travaille sur l'utilisation, donc tirer la donnée d'une ville vers ses usages et rendre un service aux citoyens. Donc la question, et ce qu'on se propose de faire à Tuba depuis ce temps-là, c'est de catalyser et de travailler sur de l'innovation transversale et parfois aussi au-delà du techno-push. Donc on a un jeu de données, on veut en trouver son usage. On travaille aussi sur de l'innovation centrée usager. Donc on va aller travailler avec les citoyens pour imaginer un service de mobilité ou autre de demain, ou tester des outils déjà existants et les améliorer. On a par exemple travaillé avec la SNCF sur l'application TER pour améliorer l'expérience usagée. Donc on est bien dans cette forme d'ergonomie, on a une donnée, on en produit un service et on va ensuite aller tester et améliorer ce service auprès des citoyens. Donc le TUBA, c'est une équipe de 6 personnes et qui ont ces compétences d'accompagner de la tech jusqu'à l'appropriation d'un service urbain avec des designers de services et des psychologues, ergonomes qui vont accompagner ce déploiement. Et ce test en amont et ensuite le déploiement. Très bien, merci. On continue? Alors nous, on va partir d'un exemple très concret. Au départ, je le disais, on est des industriels. Donc on n'est pas forcément, je dirais, nativement dans l'ADN, dans la culture de la data. Et par contre, on aime bien innover. Et on a la chance, avec ce marché du tourisme, d'être sur un marché qui est demandeur d'innovation. Et on a la chance d'avoir des clients qui sont des défricheurs et qui aiment bien avoir un coup d'avance. Et c'est le cas de Benjamin. Et en fait, on a mis au point, il y a un peu plus de 2 ans, une technologie. Au départ, notre métier, c'est tout simplement de l'information temps réel, mais avec les usages, avec le changement des paradigmes et de la configuration des domaines, on est allé de plus en plus dans la gestion du temps d'attente en temps réel, gestion des flux et accompagnement des flux de skieurs. Benjamin en parlera bien mieux que moi. Aujourd'hui, sur des domaines skiables de haut niveau, la gestion des flux a un véritable impact à la fois sur le confort, la sécurité, etc. Et d'autres sujets, d'autres impacts aussi. Donc en fait, on pensait à une technologie et on s'est retrouvé avec Benjamin. Et on a mis en place un proof of concept. On l'a testé sur le terrain, on l'a fait vivre. Et c'est ça qu'on va raconter aujourd'hui autour d'une technologie tout simplement de comptage de skieurs. Ça paraît un peu anodin, mais on se rend compte que quand on croise des données, on arrive à produire des choses très très intéressantes, à la fois pour les clients usagers, et pour les territoires également, qui sont les gestionnaires de tout ça. Et nous, ce qui nous intéresse dans cette démarche, c'est pas faire de la data pour de la data, c'est en quoi la data va améliorer soit de la sécurité, du confort, du business aussi, puisqu'on est un acteur économique, et c'est quel sens on donne à la data, et c'est comment cette donnée-là, elle va être utilisée, que ce soit en back-office par des gestionnaires ou que ce soit par des consommateurs. Donc tout ce côté usage, un peu pas humaniste, mais ce rapport à l'humain et à la data est quelque chose qui nous parle beaucoup, parce que comme on est une PME, si on se met à développer des sujets, des technos, ça coûte beaucoup d'argent, et si on n'a pas le marché en face, on y laisse des plumes, et c'est pas forcément évident, on n'a pas trop le droit à l'erreur. J'aurai une anecdote tout à l'heure où on a eu un échec. Donc voilà, on essaye d'avoir cette discussion. Allons-y alors sur les exemples concrets d'utilisation de la donnée. Alors, de manière générale, la data, elle est présente sur tous les sujets sur la gestion d'un domaine skiable, d'une station de ski. Donc ça, je vous apprends rien. Donc je vais faire un focus plus particulièrement sur une problématique qu'on avait, et qu'on a toujours d'ailleurs, et qu'on essaye de combattre toutes les années, c'est l'accidentologie.
On a eu quelques exemples, et celui qui m'avait frappé à l'époque, c'était 85% des gens de plus de 30 ans qui se blessent au ski ne revenaient pas au ski. On est sur un marché mature, on perd plus de clients que ce qu'on en fabrique, donc en fait on se pique les clients de station en station. Alors, nous on est les meilleurs, donc on n'a pas forcément trop de problèmes, mais on voulait quand même essayer de s'atteler à ce problème, et donc on a réfléchi sur ce problème. Sauf qu'on avait beaucoup de savoir empirique sur l'accidentologie, mais on avait très peu de données. Donc on a essayé de trouver des technos qui nous permettaient de collecter d'abord de la donnée, on en a trouvé, et beaucoup de données, et après on pioche avec des logiciels spécifiques qui nous aident à comprendre cette accidentologie. D'où notre rapprochement avec la société Lumiplan sur un dossier qui était la fréquentation des pistes. Je parlais de savoir empirique, on a toujours su, s'il y a des skieurs dans la salle, je suis sûr que vous avez cette idée en tête, plus il y a de monde, plus il y a d'accidents. Donc c'est le monde, la fréquentation et le flux sur les pistes qui fait ces accidents. Bon, pas du tout, en fait, ça fait partie, mais c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, on collecte de cette donnée qui nous permet de trouver des solutions sur le confort pour nos clients sur les pistes de ski. Et alors, concrètement, quand vous parlez de technologie, concrètement, quand vous parlez de solutions, on a donc une caméra qui compte en temps réel les skieurs sur les pistes. Ce n'est pas une techno très avancée. Par contre, la collecte de ces données nous permet d'avoir un seuil d'alerte qui permet en temps réel d'informer les skieurs sur la fréquentation de telle ou telle piste pour bien prendre l'itinéraire qui est le plus sympa à faire. Mais derrière ça, en récupérant cette donnée et en mettant ces chiffres dans un logiciel qui calcule plus généralement l'accidentologie, on arrive à avoir des ratios. On sait que quand on dépasse 26 skieurs à l'hectare sur une piste verte, on commence à avoir des accidents. Donc, avant ce seuil-là, on fait des actions de prévention, on fait des changements d'itinéraire, on essaye d'être un peu plus le bison futé des pistes pour éviter l'accidentologie. Alors, on va rester sur cet exemple avant de revenir sur le tien, Laetitia, pour comprendre le business qui est associé. Alors, Lumiplan, on peut parler de business parce qu'il y a effectivement, je pense, un contrat pour fournir des technologies, des solutions, etc. Donc ça, j'aimerais que vous me l'expliquiez. Et en même temps, j'aimerais aussi comprendre comment une station de ski retire du business, parce qu'en fait c'est de l'investissement à la base, et c'est comment de ces investissements vous calculez un ROI et comment vous pouvez calculer le ROI d'un point de vue business. Donc partagez-vous la réponse. Le business de la vallée des Belleville, c'est 1,3 milliard d'euros de retombées économiques sur la vallée. L'enjeu, je reste toujours sur l'accidentologie. Sur l'accidentologie, on perd à peu près 5000 clients par an. Dans un marché mature. Donc 5000 clients dans un marché mature, c'est extrêmement compliqué. C'est 7 fois plus cher d'aller chercher des nouveaux clients que de garder les clients qu'on a déjà. Donc c'est du business. Voilà. Donc bien évidemment, les chiffres sont assez gros. Et comme je vous dis, on est dans une situation aussi concurrentielle. Et plus on va améliorer le confort et l'image de la station, plus c'est important pour nous. Et est-ce qu'on a... ça peut être une croyance en disant on va augmenter les données, on va diminuer l'accidentologie, et donc forcément les gens vont être plus dans un environnement de bien-être, etc. Donc ils vont forcément revenir. Donc ça c'est une croyance, et j'allais dire, mais est-ce que dans les chiffres, vous arrivez à montrer une inflexion du moment où vous avez basculé sur la data ou l'utilisation de la donnée, ou est-ce que finalement vous êtes dans une continuité de progression et donc du coup vous êtes satisfait? Alors, je vais rester aussi sur l'accidentologie. Je prends les espaces ludiques, donc plus particulièrement les snowparks, qui génèrent de l'accidentologie, mais surtout de l'accidentologie grave. On a mis en place un certain nombre de données, dont la fréquentation en temps réel, avec des enquêtes clients, mais aussi un suivi des patients, du coup, des clients qui sont transformés en patients,
parce qu'ils se sont blessés. Et on est arrivé il y a 3 ans à comprendre que vous avez des lignes de snowpark, donc des lignes avec des bosses et des réceptions. Et ces lignes, on avait gardé la même couleur que la couleur des pistes. La ligne rouge, la ligne noire, la ligne bleue, la ligne verte. Et en fait, les clients faisaient l'assimilation. Je suis capable de descendre une piste rouge, donc je peux prendre une ligne rouge de snowpark. Sauf qu'ils se satellisaient à 6 mètres de hauteur et il y avait des blessures extrêmement graves. Donc, avec ces analyses de données qu'on a pu collecter, on a changé la catégorie de ces lignes, on les a transformées en XS, S, L, M, etc. Ça avait une autre cotation et on a baissé de 30% l'accidentologie sur le snowpark. Très bien. Patrick, un côté business? Oui, alors je voudrais revenir à la techno là, dont on a parlé, là, de comptage. Effectivement, la techno est assez banale, hein, c'est de l'analyse d'image tout simplement. Ce qui crée de la valeur ajoutée, c'est les datas, c'est de l'algorithme et l'interprétation de ces données. Et au-delà de l'accidentologie, qui est le sujet, je dirais, un peu le cheval de bataille de Benjamin, c'est également la même donnée que l'on capte avec les caméras installées sur les pistes permettent d'avoir une information complètement nouvelle pour les skieurs en temps réel. Et on leur donne sur des panneaux à LED disposés au départ des pistes, en haut des pistes, au point de bascule, comme on dit, on leur donne une info sur l'indice de skiabilité. Et on leur explique que s'ils vont par là, c'est plutôt saturé, s'ils vont par là, c'est plutôt fluide. Donc la même donnée est utilisée à la fois en temps réel pour créer du confort skieur, répartir les flux de skieurs, c'est un véritable enjeu, c'est pas simple, mais on a vu que quand on donnait une information à un point de décision, on arrivait à modifier jusqu'à 34% des comportements et du choix des skieurs. Ça, c'est des choses qui ont été mesurées il y a plusieurs années. Donc c'est assez considérable parce que quand on change un flux de skieurs de 10%, déjà on élimine 80% du problème. Donc voilà, cette même technologie, et nous, notre recherche, elle est là aussi, c'est tirer le meilleur de la techno et le meilleur des investissements de nos clients et rendre l'information utile. Alors utile pour les exploitants dans l'analyse des données, les stats, l'accidentologie, etc. Puis il y a d'autres aspects économiques dont parlera Benjamin, mais également utile pour les consommateurs du domaine, qui sont les clients de nos clients finalement, à travers cette donnée de temps réel pour optimiser le plaisir de ski en fait. Et on sait très bien que le plaisir, quand on met des notes positives en fin de journée, quand on a le smile sur les pistes, eh bien forcément, on a envie de revenir, et 2, on le dit aux autres, parce qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui font le buzz. Les ambassadeurs. Donc nous, on est juste fournisseurs des domaines skiables, on leur vend, ou on leur loue, on propose des licences sur des briques techniques, avec des systèmes à LED, des afficheurs, de la techno, mais derrière, ce qui nous motive, et ce qui fait qu'on est souvent en co-innovation avec nos clients, c'est véritablement le meilleur usage de cette techno. Et là, on a un exemple flagrant. Très bien. Laetitia, on passe à toi. Et oui, Quels sont les je exemples? voulais rebondir aussi sur cet aspect. Effectivement, c'est jamais tant la technologie qui nous pose problème. Elles sont matures, ces technologies de capteurs. Le sujet, il est vraiment l'usage en fait qu'on fait des données qui sont issues de ces capteurs. Et parfois, sur des données territoriales, on va aller. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de la SNCF, qui est plutôt un exemple mono-partenaire, mono-client. En l'occurrence, nous, on parle plutôt de partenaires puisqu'on est un consortium d'une quarantaine de partenaires qui œuvrent au sein de l'association. Mais ce qui est important, c'est le croisement de données. Et là, on va produire aussi de la valeur. Donc, rendre les données interopérables entre différentes natures d'acteurs, par exemple. Et puis, derrière, se poser la question de l'usage. Par exemple, il y a 2 ans en arrière, on a travaillé sur les données autour des chantiers d'un territoire. Nos grands opérateurs, que ce soit les Enedis, GRDF, Orange, etc., sont possesseurs de cette donnée. Mais comment la mettre en commun pour notamment informer au mieux le citoyen de ce qui va se passer sur tel et tel quartier, informer également les politiques, les pouvoirs publics via une plateforme de travaux, par exemple, pour mieux informer, mieux prévoir dans le temps, prioriser ces chantiers, par exemple. C'est tout à fait le sens de l'action qu'on porte à Tuba en termes d'accompagnement de l'innovation et de l'expérimentation. Donc, en l'occurrence, ce projet est documenté sur notre site, il s'appelle Tuba Chantier. Et aujourd'hui, la valeur, elle est vraiment, je voulais rester là-dessus parce que je pense que c'est ce qu'on a senti aussi ici, elle est dans l'usage qu'on va faire de ces données. On parlait du modèle économique qu'il y a derrière. Le modèle économique, il n'est pas tant dans l'acquisition de données, mais réellement
dans le service qu'on va rendre au territoire. D'accord. Comment ça se comptabilise? Comment ça se concrétise? Alors, première question, de quelles données on parle? Est-ce que ce sont des capteurs? Est-ce que ce sont des informations qu'on collecte par l'usage ou par enquête? Et comment on l'emmène jusqu'à la concrétisation et la comptabilité? Ouais. Une donnée, ce n'est pas forcément une donnée numérique. Une donnée, par exemple, on travaille avec les 59 communes de la métropole de Lyon à démystifier aussi ce qu'est la donnée. Par exemple, pour une collectivité, une donnée, c'est aussi, par exemple, les menus de la cantine à mettre sur le site Internet. Une donnée, c'est une information. Parfois, on a dans l'idée données, big data, intelligence artificielle. Pas forcément. Une donnée, c'est une information. Une donnée territoriale, puisque c'est le cœur de cette table ronde, c'est une information. Et donc derrière, c'est la rendre disponible. Donc produire des plateformes de libre circulation de ces données, réfléchir sur l'intérêt général de cette donnée, et puis ensuite, après, la mettre dans des modèles qui vont rendre service au territoire, qu'elle soit amélioration de l'action publique ou nous, en tant que citoyens, récupérer un outil qui nous permet de mieux nous déplacer, mieux consommer, etc. On va conserver cette thématique. Est-ce que tu peux nous donner une idée qui est sortie effectivement de ces investigations avec les 50 et quelques communes de la métro de Lyon qui ont été visibles par le citoyen? Nous, on va accompagner l'expérimentation. On travaille, par exemple, on a travaillé cette année sur des données autour des déchets d'un territoire, en se posant la question collectivement, donc toujours dans cette innovation collaborative, quelles sont les données autour, par exemple, des points d'apport volontaires dans une ville ou autour des biodéchets, et de produire après ce service. Donc la première question, c'est savoir où se trouve la donnée, chez qui elle est. Est-ce qu'elle est, typiquement, on parle de biodéchets, la donnée, elle est où? Elle est chez les restaurateurs, elle est chez dans les produits, ceux qui ramassent les déchets, etc., ceux qui trient, voilà. Et la question toujours, c'est d'aller chercher cette donnée où est-ce qu'elle est produite pour ensuite pouvoir développer un service. Très bien. On parle de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, pour des questions de Covid, je serai obligé de me déplacer et de vous tenir le micro, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas par la suite, levez la main et posez vos questions. Alors, on va parler sur un autre domaine qui me semble important pour la data, c'est l'impact que cela peut avoir, évidemment, on le voit bien dans des domaines comme le bien-être au niveau de skieurs, etc. Mais l'usager n'est pas le seul impacté. Est-ce qu'on peut parler des facteurs humains qui sont effectivement perçus lorsque la donnée rentre en jeu? Donc, vous pouvez nous parler des skieurs, vous pouvez aussi nous parler des techniciens qui font la maintenance des stations ou peut-être même des sapeurs-pompiers ou des sauveteurs en montagne. Oui, effectivement, parce que l'enjeu aussi, c'était d'embarquer les équipes avec les données qu'on récoltait et surtout que ça serve pour manager les équipes sur le terrain. Alors, ce sont les pisteurs secouristes qui effectuent le secours en montagne sur les domaines skiables. Donc cette population de travailleurs est très bien organisée et surtout organisée par secteur sur le domaine skiable. Donc on a utilisé les radiocommunications de ces pisteurs pour géolocaliser au mètre près tous les secours que l'on fait depuis des années. Et alors je vais prendre l'exemple d'une semaine de ski. Dire que sur la semaine de ski, tous les secours sont géolocalisés au mètre près. À la fin de la semaine, le directeur de la station sort l'état du secteur de l'accidentologie et discute avec les équipes sur place en charge de la sécurité et de la prévention et regarde les points d'amélioration. C'est-à-dire qu'il y a un croisement de pistes où on peut observer 4 ou 5 secours sur la même semaine. On va trouver des solutions, remonter le balisage, redresser les dévers avec une dameuse, etc., etc. Donc du coup, on manage cette accidentologie, on manage ce risque, et c'est extrêmement appréciable. Et on utilise ces données-là aussi pour embarquer les équipes sur plus de prévention. Et après, on commence à toucher la prédiction. C'est-à-dire qu'avec toutes ces données qu'on enregistre et les flux skieurs en temps réel, on arrive à faire ces ratios et à croiser ces données et à dire, voilà, à telle heure, à telle date, avec le nombre de skieurs qu'il y a sur les pistes, il faut s'attendre à avoir des secours à tel endroit. Et donc, on va faire des actions correctives et essayer de planifier la position des sauveteurs.
Au mètre Ça près. pourrait être ça. Ouais. D'accord. Côté Lumiplan, est-ce que vous percevez, vous, en tant que technologue, j'allais dire, et produit, des impacts dans les personnes qui entourent votre métier? Alors, il y a des impacts. On est technologue, mais on n'est pas forcément des natifs du digital. Donc, tout ce qu'on est en train d'évoquer, ce sont aussi des révolutions dans les entreprises. Bon, ici, j'imagine que 90% des exposants, vous êtes des natifs du numérique et vous êtes dedans du matin au soir, donc c'est une banalité. Mais pour 90% du tissu économique des PME françaises ou des TPE, ce n'est pas natif. Et cette notion du rapport à l'usage, elle n'est pas évidente. Donc tout ça, ça doit s'apprendre. Nous, on a connu... moi, je suis arrivé dans l'entreprise, il y avait 7 personnes et les gars, ils perçaient des plans de piste. Ils allaient avec des camionnettes installer des plans et des télés dans les stations. Aujourd'hui, on a 20 développeurs qui sont basés sur Nantes, qu'on se partage entre la ville, la montagne, le tourisme. C'est des nouveaux métiers, il faut les intégrer, il faut apprendre à se parler. Parfois, c'est un peu des martiens, on n'a pas les mêmes langages. Donc c'est hyper intéressant, mais il faut l'accompagner. C'est du management, c'est de l'évolution culturelle. Et pareil du côté de nos clients. Benjamin, il baigne dedans, il est à l'aise avec tout ça. Mais le milieu de la montagne est un milieu qui est un milieu de tradition, qui est un milieu on va dire, d'histoire, d'habitude. Alors Benjamin, il a ce côté visionnaire, il dit la data, c'est bien. Mais quand on va voir 80% des exploitants, on entend aujourd'hui, oui, mais on a l'habitude, ça fait 40 ans qu'on fait ça. Donc on sait très bien où sont les zones critiques sur notre territoire. Et ce rapport à la donnée ou à des choses qui sont au départ un peu nouvelles, c'est pas forcément évident. Donc il y a aussi tout ce côté de l'appropriation. Et nous, avec nos solutions, souvent on arrive presque trop tôt sur les marchés, ou alors on arrive avec des idées, des solutions, et soit il faut qu'on aille rencontrer les innovateurs, soit qu'on participe un peu à l'éducation de nos clients. Je mets l'éducation entre guillemets, c'est pas prétentieux, mais c'est aussi une dimension qu'on n'a pas forcément prévue au départ, mais qui fait partie du développement d'un nouveau business. Et il y a toute cette partie marketing à côté de la partie technologie qui est vraiment à prendre en compte dès le départ, sinon on peut se planter complètement. C'est bien tout le rôle j'allais dire, de la sensibilisation à l'innovation et de faire rentrer effectivement ces solutions qui sont nouvelles dans les usages et dans le côté un peu très, très opérationnel des sites sur des territoires qui le réclament. Oui, mais ça ne s'apprend pas dans les écoles d'ingénieurs. Ah non, c'est sur le terrain. C'est vraiment du terrain et c'est fait. du management plus que de la technologie. Ouais. Laetitia, un exemple d'impact dans la gestion des déchets, comment ça se passe? Qu'est-ce qui a été perçu? Je voulais poursuivre là sur le côté, quand on parle des données d'un territoire, on parle bien évidemment des données que possède une collectivité, on parle aussi des données de ses délégataires, mais on parle aussi des données des citoyens. Et je voulais rebondir sur ce sujet justement de données des citoyens, ce qu'on appelle la donnée personnelle ou le self-data. Et la question qu'on se pose lorsque on anime des politiques publiques, lorsqu'on est une métropole comme la métropole de Lyon ou d'autres, c'est comment on améliore l'action publique à partir des données personnelles et comment on se positionne en tiers de confiance, par exemple, autour de ces données personnelles. Donc on a effectivement des sujets, finalement c'est le troisième tiers là, de cette donnée territoriale, et on n'en est qu'aux prémices aujourd'hui, c'est comment on utilise de manière, pour résoudre des enjeux de territoire et d'intérêt général, les données de ces administrés. Donc on lance, ça fait plusieurs années que la métropole travaille sur le sujet autour du programme Mes Infos, et on va poursuivre ce sujet sur la création d'un Self-Data Lab pour réfléchir aux services qu'on peut apporter auprès des citoyens à partir de leurs données personnelles. Donc ça peut être pour des ayants droit, par exemple, de se déplacer, venir faire sa carte de déplacement métro et d'avoir un coffre-fort un numérique, dans lequel on va trouver ces documents personnels. Et donc en ça, on va améliorer l'action publique parce que la personne ne va pas se déplacer plusieurs fois sans les bons papiers. Tout ça sera hébergé dans un cloud personnel, animé par exemple, et dont la métropole est tiers de confiance de ce cloud. Donc il faut vraiment voir en fait le territoire comme un endroit où on va se déplacer, consommer, etc., mais aussi un endroit où on va avoir du service, notamment pour des personnes qui sont en nécessité ou autre.
Donc RGPD Bien sûr, compatible. d'où l'insistance sur la partie tiers de confiance de nos services publics. Comment on peut expliquer et peut-être rassurer aussi le citoyen que les collectivités vont jouer avec ces données sans trahir leurs données personnelles? C'est une grande question. Hein. On parlait tout à l'heure d'accompagnement, mais l'accompagnement, c'est exactement ça. Oui, on en est là. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau national, tout le monde connaît à peu près France Connect, mais c'est le même typologie de service, mais à une maille métropolitaine. OK. La propriété de données, dans vos cas, puisque vous êtes déjà 2 partenaires à travailler sur ces systèmes, comment la propriété des données se répartit? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'il y a une gouvernance de ces gestions? Et par rapport au respect de la propriété des données des partenaires, des clients? Je te laisse vite la parole, mais juste, c'est un vrai sujet. Parce que, quelque part, quand la data devient la matière première, nous, entrepreneurs, quelque part, il y a un modèle économique derrière. On fait comment? Et la donnée d'origine ne vient pas de chez nous, elle vient de chez eux. Donc les stations disent c'est notre donnée. Enfin, c'est leur donnée, puis c'est aussi la donnée des citoyens, s'il y a du facial ou des choses comme ça dans les caméras. Donc on rentre dans des méandres qui ne sont pas simples juridiquement. C'est vrai que ça demande là aussi des expertises. Je parlais tout à l'heure du rapport à la data humain et des nouvelles compétences. Mais là, typiquement, le juridique, c'est un vrai sujet. Puis il y a de l'éthique derrière. Donc ça nécessite d'être clair sur ce qu'on fait de la donnée, sur les limites qu'on se donne. Nous, typiquement, on ne vend jamais de la donnée. On vend un service d'accès à de la donnée, mais la donnée, c'est la leur. Par contre, on l'enrichit, on la stocke, on la distribue, on la fiabilise. Elle est donnée temps réel avec une garantie de rafraîchissement temps réel. Donc c'est ça, quelque part, notre valeur ajoutée. Mais la data, nous, on ne la vend pas, ce n'est pas la nôtre. Par contre, si on est capable de croiser 2 ou 3 données et de créer une nouvelle donnée enrichie, quelque part, le rapport est un peu différent parce qu'on est à l'origine de cette nouvelle donnée. Mais aujourd'hui, c'est des choses qu'on continue finalement à découvrir. Je ne pense pas qu'il y ait de flou juridique, mais il y a une telle complexité dans la monétisation de tout ça, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et comme nous, je le disais tout à l'heure, on est des industriels, on n'est pas des juristes, on n'est pas des pros de la data. Donc voilà, on est encore en train d'apprendre, de naviguer, et on essaye de respecter au maximum la donnée de nos clients et la donnée des clients de nos clients. Mais voilà, des fois, peut-être qu'on joue un peu les apprentis sorciers, ou en fait, on apprend en marchant avec tout ça, et aujourd'hui, on n'a pas complètement de certitude, en tout cas. Benjamin, une opinion là-dessus avant de vous poser une question qui vient Très rapidement, en fait, nous, on a 2 sujets sur la protection des données. On a celui qu'on utilise pour animer nos clients, donc avec du CRM. Val Thorens a été pionnier sur ce sujet avec Grégory Guzot. Donc on a monté, parce qu'on était les premiers à avoir monté ce CRM en station, on l'a monté avec la CNIL. Donc aucun souci là-dessus, c'est bien encadré, etc. Par contre, sur la donnée des accidents et sur la gestion opérationnelle des secours, on ne se pose pas de questions. On a le secret médical. Donc bien évidemment, c'est extrêmement bien encadré. Puis ça fait des années que ça fonctionne très bien. Mais on ne se ferme aucune porte quand on sauve des vies. Donc on ne se ferme aucune porte sur la gestion de ces données. Et on est encadré après par le secret médical. Très bien. Alors, une question pour toi, Benjamin, qui vient du streaming. Donc, pourquoi passer par une solution à caméra plutôt que de passer par des partenaires, opérateurs mobiles, par exemple, pour connaître le nombre de skieurs? Alors, on s'est posé la question. Je vais prendre l'exemple de Valto, parce que c'est 2300 mètres d'altitude. On a des conditions de haute montagne. Alors, au début, quand on avait réfléchi à ces solutions-là, on n'a pas pensé à utiliser les données des mobiles. Il y en avait beaucoup qui étaient fermés, beaucoup qui fonctionnaient pas forcément avec le froid, etc. Donc on a voulu notre propre techno. Et ensuite, on voulait utiliser aussi les caméras, pas uniquement pour compter les skieurs, mais pour avoir une vision de ce qui se passait sur le domaine skiable. Et ensuite, la trace. Parce que la technologie utilisée, donc c'est une caméra, et il compte avec une barrière fictive sur la caméra, mais aussi on répertorie toutes les traces des skieurs, ce qui nous permet d'avoir une vision d'utilisation de la largeur de la piste, et après derrière utiliser le damage
Un skieur débutant déplace 1 tonne de neige par jour. Donc dans l'enjeu du damage, c'est extrêmement important de savoir combien il y a de personnes et surtout où est-ce qu'ils sont passés pour voir comment on va engager ces gros engins qui coûtent une fortune. Je te laisse passer le mot au fournisseur et qui consomment aussi beaucoup de carburant et donc il y a la notion environnementale derrière qui est importante. Merci donc à Didier Mazmazian d'avoir posé la question et si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main. Si je peux compléter la réponse, il y a aussi une notion de fiabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une caméra, quand on dit caméra, ça peut paraître banal, mais aujourd'hui les caméras elles font plein de choses et c'est l'intelligence de l'information qui compte. C'est la fiabilité, c'est-à-dire qu'avec cette techno-là, on compte véritablement des gens et on a plus de 98,9% ou 99% dépassé de taux de fiabilité. Quand on est sur de la donnée téléphone, on est sur des algorithmes qui font des moyennes et on n'a pas tout à fait les mêmes niveaux de fiabilité d'information. Alors, on approche de la quasi-fin. Moi, je voudrais donner une ouverture. On voit aujourd'hui, et moi ça me fait rêver, les différentes utilisations de données qu'on peut faire d'ores et déjà. Alors j'ai l'impression qu'on est un peu à l'âge de pierre parce quand on voit le nombre de données, à quoi on peut s'attendre dans les prochaines années en termes d'utilisation de données et en termes de gisement de données pour les territoires. Alors, en termes de gisement de données, je pense qu'on n'est qu'au début. En termes de croisement de données, c'est un jardin encore à défricher. Et ce qu'il ne faut pas oublier, et ce que je disais en introduction, ça reboucle, c'est l'approche par les usages. La technologie n'est jamais un problème en soi. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de cette donnée. Dans cette notion de tiers-lieu dont j'ai parlé en introduction, notre idée, c'est d'accompagner les initiatives autour de l'utilisation de ces données. Et par exemple, on accompagne et on héberge des entreprises, mais pas que des entreprises. On a hébergé des scopes, on héberge aussi des associations qui œuvrent à créer la ville inclusive et bien sûr numérique, mais surtout inclusive de demain. Et on a des startups qui travaillent sur l'utilisation des données pour mieux prévoir la rénovation d'infrastructures, qui travaillent sur, je sors d'animation d'une table ronde sur le jumeau numérique. Donc on est vraiment qu'au début de la compréhension et de l'utilisation de ces données. Et je crois que s'il y a une chose à retenir, c'est au-delà du fait d'accompagner ces différentes initiatives et de croiser aussi ces jeux de données entre différentes natures d'acteurs, publics, grands groupes, jeunes entreprises, start-up et associations. L'idée, c'est de les expérimenter. C'est tout le sens aujourd'hui d'un Living Lab, donc d'un tiers-lieu qui permet de tester les choses, parce que très vite, on parle de l'économie, on est dans une sorte de frugalité de cette innovation, et plus on peut les expérimenter, mieux c'est avant un déploiement, et notamment, les politiques publiques sont aussi un petit peu nos impôts, donc si on peut expérimenter en amont d'un déploiement, c'est toujours plus intéressant, effectivement. Très bien. Côté montagne, à quoi ressemblera les futures pistes de ski ou alors peut-être le service associé aux skieurs? J'espère que ça va rester comme c'est aujourd'hui. Je suis désolé, je fais un peu le conservateur. Moi, je pense que tous les gens qui travaillent dans la data devraient en parallèle travailler l'éthique, le marketing, ou alors on peut appeler ça du bon sens tout simplement, ou de la sociologie. C'est-à-dire que tout ça, ça a du sens. Enfin, il faut en donner du sens. Ça fonctionne si ça permet d'améliorer l'exploitation, la sécurité, d'éliminer du risque dans certaines professions par des données mieux ciblées, faire gagner du temps, donc sauver des vies, mais aussi créer du confort pour des clients, permettre que les gens aient une meilleure expérience. Donc la montagne de demain, ça doit rester un territoire de rêve, de plaisir, de découverte, en hiver, en été, et puis le ski, c'est pas fini, c'est clair, contrairement à ce qu'on peut entendre. Mais voilà, donc surtout prendre du recul avec tout ça et que la data serve à l'humain, tout simplement, soit dans sa dimension pro ou dans sa dimension de touriste ou de citoyen. Et puis voilà, mais nous, on a vécu des sujets, justement, il y a 10 ans, on avait mis au point un système de données compatible avec les masques de ski. À l'époque, c'était un Canadien Recon. Et l'expérience, on l'avait faite avec les 3 vallées. Et alors, on avait vu dans le Dauphiné libéré, Lumiplan invente le masque du futur, etc. Bon, nous, on était sur la donnée, pas sur le masque. Sauf que ça a été un bid complet. Et ça a été un bid parce que ce truc-là n'a jamais marché il y a 10 ans. Aujourd'hui, on voit des fabricants qui reviennent avec ça, ce qu'on appelle le HUD Head-Up Display. Mais c'est encore pas dans les mœurs. Parce qu'à l'époque, le masque, il valait 600 €.
et il n'était pas reconnaissable d'un masque classique. Donc on s'est dit, ça ne doit pas marcher. Et en tout cas, on s'est planté, nous, magnifiquement là-dessus. On a fait de la R&D pendant 1 an. Donc voilà, toujours le sens, la maturité du marché. Voilà. Ok, la vision de l'Umiplan et la vôtre, Benjamin? En bon Étienne? savoyard, je vous dirais que c'est quand il fait beau qu'on répare son toit. Donc aujourd'hui, nos modèles économiques sont bons, mais on sait qu'il va falloir qu'on se réinvente et qu'on essaye de trouver d'autres leviers de business. Donc collecter la donnée, c'est stratégique pour savoir exactement mieux connaître nos clients, mieux les accompagner et surtout proposer une montagne qui les fasse toujours rêver et qui attire, surtout qui attire. Donc c'est un enjeu primordial, notamment pour les investissements. Aujourd'hui, pour motiver des travaux en montagne où c'est extrêmement encadré par les services de l'État, et tant mieux, mais on doit justifier certains travaux. On doit aussi justifier par rapport aux gens qui y habitent. Et donc d'avoir cette donnée qui nous permet d'étayer notre vision, c'est stratégique. Ok. Je vais vous demander de conclure et on ira dans l'autre sens, comme ça on donnera le mot de la fin à Laetitia. Moi, ce que je voudrais vous dire également, donc vous voyez ici que la problématique des données, c'est beaucoup de bon sens, j'aime bien ce mot. C'est de l'utilisation, c'est de la structuration, c'est de la connaissance. Sachez que l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, lance des appels d'offres chaque année pour aider les collectivités locales à se structurer, à comprendre ce qu'est la donnée. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Et puis le mot de la fin, il va vous revenir. Donc Benjamin, Patrick et Laetitia, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Est-ce que vous avez une anecdote à partager, un succès ou peut-être un échec duquel vous avez potentiellement appris? En tout cas, toutes les initiatives qu'on a eues pour récolter de la donnée dans nos métiers, on la stocke, on n'utilise effectivement pas de suite. Mais chaque sujet qui revient sur la table, on les utilise toujours a posteriori. Donc continuons à collecter ces informations et je suis certain qu'on va arriver à les utiliser du mieux possible. Et dans notre tout petit milieu des stations de ski, Val Thorens Valtolab a toujours été à la pointe de la techno, et donc les gens qui y travaillent un peu aussi. Et personnellement, j'ai fait le tour de ce salon. J'ai dû comprendre 3 mots sur 250 dans les stands, et je me dis qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Message est passé en tout cas. Patrick. Bon, puisqu'on est à l'heure des messages, à côté de l'Umiplan, je suis également président du cluster montagne qui réunit toutes les entreprises de l'aménagement, les fournisseurs de la montagne. Et on est dans ces métiers-là évidemment très axés sur la data. Vous avez parlé de la NCT, on est en discussion actuellement, donc il y a un appel à projet en cours sur si dans la salle il y a des gens qui sont sur les technologies digitales ou numériques, maintenant on dit numérique, liées au déploiement et à la modernisation de la montagne et du tourisme. On a un appel à projet justement et on est en discussion avec la NCT pour que dans le cadre du plan Avenir Montagne, on ait toute cette dimension numérique qui soit prise en compte. Et ce n'est pas évident parce que la demande, elle ne vient pas forcément du terrain. Et on a besoin d'être accompagné aussi dans le déploiement de ces solutions. Alors pas sur des aspects théoriques, mais sur des aspects d'expérimentation terrain, comme ce qu'on est en train de faire avec Skiflu, là avec Benjamin, ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui. On pense que pour que ces technologies trouvent leur usage, il faut véritablement qu'on co-développe les solutions avec les gens du terrain, avec les clients eux-mêmes. Et là, il y a un sujet vraiment important. Collaboration. Laetitia, je pense que tu peux du coup, commander. c'est pas une anecdote, mais effectivement, le seul risque de ne pas avancer, c'est de ne pas innover. Donc collaborer, innover, expérimenter. Pas vraiment une anecdote, mais c'est une recommandation. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on finit pile dans les temps. Donc, il me reste qu'à vous remercier, à passer une excellente journée au CIDO. Et puis, les conférenciers et moi-même sont à votre disposition si vous avez des questions complémentaires après. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.